À 5h12 du matin, dans un hôtel secret de Chicago réservé aux ultra-riches, une simple femme de ménage afro-américaine essuie une table, quand son anneau glisse et brille sous la lumière. Le milliardaire le plus froid de la ville se fige net, comme frappé par un souvenir interdit. Il s'avance, les yeux tremblants, et lâche une phrase qui glace tout le monde. Cette bague, je l'ai donnée à la seule fille que j'ai juré d'épouser quand j'étais un orphelin. Elle recule, paniquée. Elle n'a jamais vu cet homme de sa vie. Et pourtant, au même instant, son téléphone vibre. Sa mère vient d'être admise aux urgences. Sans argent, sans travail stable, avec un avis d'expulsion qui arrive, elle n'a pas le droit de croire aux contes de fées. Avant qu'on commence vraiment, dites-moi d'où vous me regardez, pensez à aimer la vidéo et à vous abonner. Merci d'être là, et maintenant, revenons au début de cette histoire. À 5h12 du matin, Chicago ressemble à une gorge froide qui avale les pauvres en silence. La neige sale colle au trottoir, les bus gémissent, et dans le sous-sol d'un immeuble du South Side, une femme se lève avant même que la ville ne se souvienne qu'elle existe. Son nom, c'est Imani Walker, 27 ans, afro-américaine, beauté discrète et digne, regard profond comme s'il portait déjà trop de nuit. Elle enfile sa veste usée, serre un bonnet sur ses boucles naturelles, puis glisse dans sa poche la seule chose qu'elle protège plus que son propre cœur, une bague fine, presque simple, au métal terni, mais au symbole trop lourd pour être juste un bijou. Elle traverse la cuisine minuscule. Le frigo fait un bruit de vide. Sur la table, une facture d'électricité en rouge, un avis de retard de loyer, et une liste écrite à la main, lait, médicaments, couches. Sa mère, Gloria, est assise dans le salon, couverture sur les épaules, respiration sifflante. Maladie chronique, rendez-vous repoussé faute d'assurance, fierté trop grande pour demander. Imani pose un baiser sur son front et ment doucement, « Je rentre tôt. Ça va aller. » Elle ment comme on respire, pas par plaisir, mais pour ne pas s'effondrer. Imani travaille comme femme de ménage dans un hôtel privé qui n'apparaît sur aucune publicité. Un endroit où les riches ne veulent pas être vus, où les puissants veulent être servis sans être regardés. Le genre d'endroit où les tapis coûtent plus cher que sa voiture, et où les sourires des employés sont plus obligatoires que leur pause. Elle y est entrée grâce à une agence, un contrat fragile, sans protection. Un mot de travers, et tu retournes au néant. Dans le vestiaire, ses collègues parlent bas, comme si l'air lui-même appartenait au bâtiment. Imani garde sa tête haute, mais son ventre se serre. Aujourd'hui, on lui a assigné un étage spécial. On murmure qu'un grand événement se prépare. Un gala. Un donateur. Une fortune. Et surtout un nom qui fait trembler les directeurs, Kingsley. Le dirigeant du groupe, Mason Kingsley, 33 ans, jeune milliardaire devenu légende à force de rumeurs. On dit qu'il ne sourit jamais. On dit qu'il a bâti un empire de technologie et d'immobilier, qu'il achète des quartiers entiers comme d'autres achètent une montre. On dit qu'il n'a pas d'attache, pas de famille, pas de faiblesse. Mais ce que personne ne dit clairement, c'est qu'il a grandi, sans rien. On ne connaît pas l'histoire. On ne connaît que le résultat, un homme intouchable. Imani, elle, ne veut pas connaître son histoire. Elle veut juste être payée, rentrer, acheter les médicaments, empêcher sa mère de s'étouffer en pleine nuit. C'est ça son rêve, tenir. À 9h40, elle pousse son chariot dans un couloir qui sent le parfum cher et la climatisation parfaite. Les portes sont silencieuses. Elle arrive devant une suite. Un assistant la stoppe, 10 minutes. Personne n'entre tant que je n'ai pas donné le signal. Elle acquiesce, yeux baissés, comme on le lui a appris. Mais quand la porte s'ouvre enfin, ce qu'elle voit n'est pas seulement du luxe. C'est une autre planète. Dans la suite, des costumes noirs, des tablettes, des dossiers, des écrans. Des gens qui parlent en termes de millions comme on parle d'heures. Au centre, debout près de la baie vitrée, il y a Mason Kingsley. Grand, élégant, peau caramel profond, mâchoire tracée, regard sombre, présence lourde. Il ne se retourne pas tout de suite. Il écoute un homme lui expliquer un planning. Puis il lève la main, et la pièce s'arrête. Imani commence à nettoyer, rapide, invisible. Elle a appris ce super pouvoir, disparaître dans les lieux où on ne veut pas que les pauvres existent. Elle essuie, replace, ramasse un verre. Sa bague glisse un peu sur son doigt, elle la repousse machinalement. Et là, le temps se casse. Mason tourne la tête. Son regard tombe sur la main d'Imani. Sur la bague. Son visage change en une seconde, comme si quelque chose, profondément enterré, venait d'exploser à l'intérieur. Il ne cligne pas. Il ne respire presque plus.
Il avance d'un pas, puis deux, comme attiré par une force. Les autres remarquent son silence. Quelqu'un murmure, « Monsieur Kingsley ». Mais il ne répond pas. Ses yeux sont fixés sur l'anneau. Et dans sa tête, une voix oubliée se réveille. Une voix d'enfant. Une promesse. Imani, elle, sent l'air se refroidir. Elle relève la tête et croise ce regard. Trop intense. Trop personnel. Elle recule instinctivement, comme si on venait de franchir une frontière invisible. Où avez-vous eu ça? La voix de Mason est basse, presque cassée. Imani serre sa main contre elle. C'est à moi. Ça n'explique pas. Il s'approche encore. Qui vous l'a donné? Imani avale sa salive. Dans ce monde, une femme de ménage n'a pas le droit de poser des questions. Mais un milliardaire, lui, a tous les droits. Elle pense à sa mère, à son loyer, à son contrat. Elle veut mentir. Dire « je l'ai acheté ». Mais ce serait ridicule. Alors elle répond la vérité, celle qu'elle dit rarement. Mon père me l'a laissé. Je ne l'ai presque pas connu. Il est mort quand j'étais petite. Mason se fige. Puis, d'un geste lent, il tend la main, comme s'il demandait la permission de toucher un souvenir. Je peux regarder? Imani hésite. Elle retire la bague, la garde dans sa paume. Elle voit, gravé à l'intérieur, un petit symbole presque effacé, 2 lettres entrelacées, M et I, et une date. Une date qui, soudain, fait trembler Mason des pieds à la tête. Il prend la bague du bout des doigts, comme si elle brûlait. Puis il ferme les yeux une seconde. Quand il les rouvre, le froid dans ses pupilles a laissé place à autre chose. Un choc brut, un mélange de douleur et d'incrédulité. Ce n'est pas possible. Souffle-t-il. Autour d'eux, les assistants ne comprennent pas. Ils s'échangent des regards. Ce n'est pas un caprice de riche, c'est un homme qui lutte contre un fantôme. Imani reprend sa bague, la remet. Monsieur, je dois travailler. Mais Mason ne la laisse pas partir. Comment vous vous appelez? Imani Walker. Le nom le frappe. Il recule d'un demi-pas. Comme si chaque syllabe confirmait quelque chose qu'il refuse d'accepter. Il se tourne vers son assistant. Trouvez-moi tout sur elle. Mais discrètement. Maintenant. Imani se crispe. Vous n'avez pas le droit. Il la coupe, pas agressif, mais ferme, je ne veux pas vous faire de mal. Je veux comprendre. Parce que cette bague. Il baisse la voix. C'est une promesse que j'ai faite quand j'étais un enfant sans rien. Imani reste immobile, le cœur battant. Elle ne comprend pas. Une bague. Une promesse. Un milliardaire. Ça ne colle pas. Ça ne colle jamais, dans sa vie. Elle retourne à son chariot, tente d'ignorer la tempête derrière elle. Mais l'hôtel entier, ce jour-là, semble changer de vibration. On la surveille. On la cherche. Les superviseurs deviennent étrangement polis. Et à midi, elle est convoquée au bureau de la direction. Elle entre, main moite. Le directeur sourit trop. Imani, nous avons une opportunité. Monsieur Kingsley souhaite que vous restiez affecté à son étage pour la semaine. C'est un honneur. Et il fait glisser une enveloppe. Un bonus. Imani ouvre l'enveloppe et voit plus d'argent que ce qu'elle gagne en un mois. Son souffle se coupe. Cet argent, c'est les médicaments de sa mère. Le loyer. La nourriture. Une chance de respirer. Mais une voix intérieure lui hurle, ce n'est jamais gratuit. Elle accepte, parce qu'elle n'a pas le luxe de refuser. Et le soir, en rentrant, elle annonce à sa mère qu'elle a eu un bonus. Gloria la regarde longtemps. Ma fille, fais attention. Quand les riches te donnent quelque chose, ils prennent toujours autre chose. Imani sourit pour rassurer. Mais au fond, elle tremble. Le lendemain, la suite de Mason est plus calme. Il est seul. Il l'attend, assis, chemise blanche ouverte au col, regard moins dur, mais plus intense encore. Sur la table, un dossier fermé. Et une photo ancienne, abîmée, posée à côté d'un verre d'eau. Imani s'arrête. Sur la photo, 2 enfants. Un petit garçon noir, maigre, vêtements trop grands, et une petite fille aux boucles naturelles, sourire lumineux, qui tient quelque chose dans sa main, une bague semblable. Imani sent le sol se dérober. Mason la regarde sans cligner. Je n'ai jamais oublié son visage. Et je n'ai jamais oublié ce qu'elle a fait pour moi. Imani n'arrive pas à parler. Il continue, lentement, j'étais un orphelin.
Je dormais dans des foyers. Je traînais près des stations, des centres, des soupes populaires. Un jour, une fille m'a donné à manger. Pas une fois. Des semaines. Elle partageait ce qu'elle n'avait pas. Et quand j'ai dû partir, elle m'a tendu une bague en disant « Garde-la. Comme ça tu te souviendras que tu vaux quelque chose. » Imani porte une main à sa bouche. Sa mémoire, floue, revient par vagues. Sa mère jeune, un quartier difficile, un garçon silencieux qui venait parfois. Elle se souvient surtout d'une phrase qu'on lui répétait enfant. Ne donne pas tout. Le monde prend et ne rend rien. Mais elle donnait quand même. Mason se lève. Avant de partir, je lui ai juré. Sa voix tremble. Que si un jour j'avais une vie, je reviendrais. Et je l'épouserais. Parce qu'elle était la seule personne qui m'ait traité comme un humain. Imani sent ses yeux brûler. Vous vous trompez. Mason secoue la tête. Non. Je reconnais la bague. Je reconnais la gravure. Je reconnais cette date. Il la fixe. Imani, c'était toi. Le silence tombe comme une pierre. Imani recule, paniquée. Ce n'est pas un conte. Ce n'est pas un film. C'est trop grand pour sa vie. Elle veut fuir. Et au même moment, son téléphone vibre. Un message de l'agence. Votre mère a été admise aux urgences. Crise respiratoire. Le monde d'Imani s'effondre. Elle n'a plus le temps pour les promesses, les bagues, les milliardaires. Elle attrape son manteau en tremblant. Mason voit son visage. Qu'est-ce qu'il y a? Imani peine à respirer. Ma mère. Il ne pose pas de questions inutiles. Il prend sa veste, ses clés. Je viens. Imani le regarde, choquée. Vous n'avez pas à. Je sais. Sa voix est grave. Mais je le fais quand même. Dans la voiture noire qui glisse dans la ville comme un couteau, Imani serre ses mains. Mason conduit lui-même, silencieux. Et quand ils arrivent à l'hôpital public, l'endroit ressemble à ce qu'Imani connaît. Néon trop blanc, chaises dures, fatigue sur les visages. Mason, lui, semble soudain redevenir l'enfant qu'il était, celui qui a connu ces couloirs. Il trouve Gloria sous oxygène. Imani éclate en sanglots. Elle s'excuse, parle trop vite. Gloria ouvre les yeux, voit Mason, et son visage se fige. Comme si elle reconnaissait une ombre lointaine. Mason s'approche doucement. Madame Walker, je crois que je vous dois la vie. Gloria le fixe, puis murmure, rauque, le petit garçon. Imani tourne la tête, sidérée. Sa mère sait. Gloria ferme les yeux, épuisée. Imani, ne laisse pas l'argent te voler ton âme. Mais, elle respire difficilement. Si cet homme est vraiment celui que je crois, alors Dieu vient peut-être de te rendre ce que la vie t'a pris. Imani regarde Mason. Et pour la première fois, elle ne voit pas seulement un milliardaire. Elle voit une douleur ancienne dans ses yeux. Une gratitude. Et une promesse qui n'est pas un jeu. Mais à l'extérieur de la chambre, dans le couloir, une femme élégante aux talons parfaits observe la scène. Sloane Hart, directrice de la communication de Kingsley Group, et ancienne fiancée officieuse de Mason, selon les rumeurs. Son sourire est froid. Elle sort son téléphone et envoie un message. On a un problème. Le passé de Mason vient de revenir, sous forme de femme de ménage. Et pendant qu'Imani serre la main de sa mère, sans savoir que la guerre commence, Mason regarde la bague sur son doigt. Comme si le destin venait de signer un contrat. La promesse n'est plus une histoire. Elle est là. Et quelqu'un est prêt à tout pour l'empêcher. Le lendemain, à 6h03, Imani est réveillée par un appel qui coupe la nuit comme une lame. Madame Walker? Ici l'hôpital. Votre mère a eu une nouvelle crise. Il faut une prise en charge plus lourde. Imani se redresse d'un coup. Son cœur cogne. Sa gorge se serre. Elle regarde le plafond fissuré de son appartement comme si, cette fois, il allait s'écrouler pour de vrai. Dans la pièce d'à côté, Gloria dort mal, respirant comme si chaque souffle coûtait trop cher. Imani se lève, met de l'eau à chauffer, et se répète la même phrase. Tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. C'est le mantra des gens pauvres. On n'a pas le droit de tomber. Tomber, c'est mourir. Quand elle arrive à l'hôtel, tout est différent. Les regards se collent à elle. Les murmures la suivent comme des mouches. Une superviseuse qui l'a traitée hier comme un meuble lui adresse aujourd'hui un sourire tendu. Une autre lui évite les yeux. Dans l'ascenseur du personnel,
deux femmes chuchotent sans se cacher. C'est elle. La femme de ménage du milliardaire. Il l'a emmenée hier, à l'hôpital, tu as entendu. Ça sent la promotion, ou l'humiliation publique. Imani serre les dents. Elle ne veut pas être un sujet. Elle veut juste faire son travail. À l'étage de Mason, l'assistant l'attend. Il lui fait signe d'entrer. La suite est silencieuse, mais pas vide. Sur une table, des documents médicaux, une carte de visite d'un spécialiste et un dossier de mutuelle. Mason se tient près de la fenêtre. Il s'est rasé. Il a l'air plus fatigué que la veille, comme si la nuit l'avait rendu humain. « Comment va votre mère ?» demande-t-il. Imani hésite. Elle ne sait pas comment parler à un homme qui pourrait acheter la planète. Pas bien. Ils disent qu'elle a besoin d'un traitement qu'on ne peut pas. Elle avale sa phrase. Qu'on ne peut pas se payer. Mason ne fait pas semblant de ne pas comprendre. Il pose simplement une enveloppe sur la table. Prenez ça. Imani recule immédiatement. Non. Ce n'est pas de la charité. Ça y ressemble. Mason souffle, comme s'il avait prévu cette réponse. Il s'approche, lentement. Imani, je n'essaie pas de vous acheter. Je vous dois quelque chose. Elle serre sa bague entre ses doigts. Vous ne me devez rien. J'étais une enfant. Je ne me souviens même pas. Moi, je me souviens. Sa voix se casse sur le dernier mot. Je me souviens de la fin. De l'humiliation. De l'endroit où personne ne prononçait mon nom. Et je me souviens d'une fille qui partageait son sandwich, puis qui m'a donné une bague comme si j'étais important. Imani baisse les yeux. C'est trop intime. Trop grand. Trop dangereux. Mason pousse l'enveloppe vers elle. Ce n'est pas un cadeau. Considérez-le comme une dette remboursée. Pour votre mère. Elle tremble. Parce qu'une partie d'elle veut dire oui. Une partie d'elle crie, prends. Parce que la pauvreté, c'est une tempête permanente. Et là, quelqu'un ouvre une porte. Mais elle repense à Gloria, les riches prennent toujours quelque chose. Je ne peux pas. Sa voix est faible, mais ferme. Si je prends, je vous devrai quelque chose. Et je ne veux pas être lié. Mason la regarde longtemps, comme s'il respectait son refus plus que n'importe quel oui. Très bien. Alors faisons autrement. Il prend son téléphone. Donnez-moi le nom du médecin. Je n'enverrai pas d'argent à vous. Je paierai directement l'hôpital. C'est tout. Pas de dette. Pas de conditions. Imani ouvre la bouche, mais aucun argument ne sort. Il vient de contourner sa peur sans la piétiner. Et ça, c'est plus perturbant que l'argent. Elle finit par hocher la tête, lentement. Ce jour-là, Gloria est transférée dans une unité spécialisée. L'oxygène est meilleur. Les examens sont plus rapides. Le médecin parle d'un protocole qu'Imani n'aurait jamais pu financer. Imani pleure dans un coin du couloir, pas de tristesse, mais de soulagement honteux. Elle se déteste un peu de dépendre d'un autre. Mais elle ne sait pas comment refuser une chance de sauver sa mère. Et pendant que sa vie se fissure et se reconstruit en même temps, ailleurs, dans un bureau au dernier étage, Sloane Hart prépare un coup. Sloane est le genre de femme qu'on appelle impeccable. Tailleur ivoire, maquillage parfait, sourire calibré. Elle est devenue puissante en comprenant un principe simple. Dans ce monde, la vérité compte moins que la perception. Et Mason Kingsley, l'homme qu'elle voulait officiellement, est une marque. Une marque qu'elle ne laissera pas être détournée, par une femme de ménage. Elle appelle un journaliste qu'elle connaît depuis longtemps. Un de ceux qui vivent des scandales des riches et qui prétendent informer. J'ai une histoire pour toi. Le journaliste rit déjà. Ça dépend. C'est sale? Sloane sourit. C'est choquant. Le grand Mason Kingsley impliqué avec une employée de ménage. Et je crois qu'il y a un transfert d'argent. Le journaliste se redresse. Tu plaisantes. Non. Mais je veux que ça paraisse comme une enquête. Pas comme un ragot. Tu vois? Abus de pouvoir, liaison, favoritisme. Envoie. Sloane envoie des photos prises discrètement, Mason et Imani à l'hôpital. Imani pleurant dans le couloir. Mason parlant au médecin. Rien d'illégal. Mais dans la bonne narration, tout devient suspect. Puis Sloane appelle l'agence de travail d'Imani. Elle parle calmement, comme si elle demandait juste une information administrative. Mais derrière sa voix douce, il y a du poison.
Il y a des allégations. Je ne peux pas en dire plus. Mais si votre employé utilise son poste pour obtenir des avantages, vous savez ce que ça implique pour votre réputation. L'agence commence à paniquer. Dans ce milieu, une seule rumeur peut faire perdre des contrats. Le lendemain, l'article sort. Le milliardaire Kingsley sous le feu des critiques, une femme de ménage au cœur d'un scandale. Les réseaux s'enflamment. Les commentaires sont cruels. Les gens adorent détruire ce qu'ils ne comprennent pas. Elle a réussi son coup. Les pauvres feront tout pour de l'argent. Ils profitent d'elle. Elle manipule. Elle est sûrement pas innocente. Imani découvre l'article sur le téléphone d'une collègue qui lui tend l'écran comme une gifle. Elle lit les mots. Elle voit sa photo. Elle voit son visage, figé en larmes, transformé en preuve de manipulation. Elle sent sa honte se mélanger à une rage brûlante. « Tu couches avec lui ?» demande une autre, à moitié moqueuse, à moitié jalouse. Imani recule comme si on venait de la salir. Non. Mais ça n'a plus d'importance. Dans cette ville, la vérité n'est pas ce qui se passe. C'est ce que les gens croient. Dans le bureau du directeur, l'atmosphère est glaciale. Imani. Il ne la regarde même pas. L'agence nous demande de suspendre votre contrat le temps de clarifier la situation. Imani se fige. Suspendre. Mais. C'est une mesure temporaire. Le directeur prononce ça comme si le mot « temporaire » pouvait nourrir sa mère. Imani sent la panique lui mordre la poitrine. Vous savez que c'est faux. Vous savez que je n'ai rien demandé. Ce n'est pas personnel. C'est une question d'image. Voilà. Image. Leur image vaut plus que sa vie. Imani sort, tremblante. Dans le vestiaire, elle range ses affaires. Ses collègues la regardent comme un accident de voiture, avec horreur et fascination. Elle ne sait même pas comment rentrer. Comment annoncer à sa mère qu'elle a perdu son travail au moment où tout dépend de ce traitement. Sur le parking, elle voit la voiture noire de Mason. Il descend. Il a déjà vu l'article. Son visage est fermé, mais ses yeux brûlent. « Je suis désolé, dit-il. Imani rit, un rire vide. Désolé. Je vais régler ça. Non. Elle recule, les larmes aux yeux. Vous ne comprenez pas. Vous êtes un ouragan. Où vous passez, ma vie explose. Imani. Arrêtez. Elle pointe l'écran de son téléphone. Regardez ce qu'ils disent de moi. Je suis une voleuse. Une opportuniste. Une femme qui vend son corps. Vous savez ce que ça fait quand on est pauvre? On nous accuse déjà de tout. Et maintenant? Sa voix se brise. Maintenant, même quand je fais rien, je suis coupable. Mason reste immobile. Puis il dit doucement, qui a fait ça? Imani secoue la tête. Ça n'a pas d'importance. Mais Mason, lui, a compris. Sloane. Il la confronte le soir même, dans un bureau de verre. Sloane sourit comme si tout était un jeu. Tu as perdu la tête, Mason. Une femme de ménage? Tu ruines ta marque. Ma marque. Mason s'avance, dangereux. Tu as détruit la vie d'une innocente. Sloane hausse les épaules. Les dégâts collatéraux existent. Je t'ai protégé. Non. Tu t'es protégé. Elle s'approche, voix douce, venimeuse, elle veut ton argent. Tu es trop naïf. Comme quand tu étais un orphelin. Mason se fige. Son regard devient noir. Ne prononce plus jamais ce mot comme une insulte. Sloane sourit, certaine d'avoir touché une faille. Alors prouve-moi que tu n'es pas faible. Laisse-la partir. Une semaine, et tout le monde oubliera. Mason la regarde comme si elle venait de se révéler. Et dans ce silence, une décision se forme. Ce n'est pas Imani qu'il doit protéger, c'est sa vérité. Pendant ce temps, Imani rentre chez elle avec la peur dans la bouche. Elle trouve une lettre coincée sous la porte, avis d'expulsion si le retard n'est pas réglé sous 10 jours. Elle tombe assise par terre. Et comme si la vie voulait l'écraser au sol, elle reçoit un appel de l'hôpital. Madame Walker, on a un problème. L'assurance. La voix hésite. Le paiement du traitement a été contesté. On nous demande de suspendre certaines procédures tant que la situation n'est pas clarifiée. Imani se redresse, glacée. Quoi? Mais... Je suis désolée. Elle comprend immédiatement.
Quelqu'un est en train de couper la seule branche qui la tenait debout. Elle rappelle Mason. Il ne répond pas. Elle rappelle encore. Rien. Elle envoie un message. C'est vous? Vous avez annulé? Elle attend. Son téléphone reste muet. Et dans ce silence, Imani se sent trahie. Parce que, dans sa tête, tout devient logique. Les riches donnent, puis ils reprennent. Ils aident, puis ils contrôlent. Elle met son manteau et court à l'hôpital, mais on lui confirme, les paiements sont en revue. Gloria, épuisée, essaie de sourire. Ne t'inquiète pas. Souffle sa mère. Je suis fatiguée de toute façon. Imani serre sa main, les larmes coulant sans bruit. Non. Tu ne vas pas, non. Dans le couloir, un homme en costume l'attend. Il se présente comme un représentant juridique de Kingsley Group. Mademoiselle Walker, vous devez signer ceci pour autoriser certains traitements. Imani lit vite. Trop vite. Elle voit des mots, confidentialité, renonciation, reconnaissance. Elle sent un piège. Je ne signe rien, dit-elle. L'homme insiste. C'est standard. Non. Elle tourne les talons. Et c'est à ce moment-là que Mason apparaît, essoufflé, comme s'il avait traversé la ville pour la trouver. Il la voit, la rejoint, mais il est trop tard. Imani le frappe avec les mots qu'elle gardait dans sa gorge. Tu as fait ça exprès. Pour que je dépende de toi. Pour que je signe. Pour que je devienne ton affaire. Mason reste figée, comme si elle venait de lui planter une lame. Quoi? Non. Alors explique pourquoi l'hôpital suspend le traitement. Mason sort son téléphone, appelle quelqu'un immédiatement. Son assistant décroche. Mason parle vite, tendu. Puis son visage change. Il se tourne vers Imani, la mâchoire serrée. Ce n'est pas moi. Quelqu'un a contesté les paiements, en mon nom. Imani cligne des yeux. Qui? Mason ne répond pas tout de suite. Mais ses yeux disent le nom. Sloan. Il prend la main d'Imani, pas pour la posséder, mais pour l'ancrer. Je vais régler ça. Je te le jure. Imani retire sa main. Ne jure plus. Je ne crois plus aux promesses. Mason la regarde, blessé, mais déterminé. Alors crois aux actes. Le soir même, Mason fait quelque chose que personne n'attend. Il convoque une conférence privée. Il ne laisse pas son équipe de communication écrire un mot. Il se tient face à quelques journalistes triés sur le volet, sans sourire. Je vais clarifier une chose, dit-il. Il raconte, sans tout dévoiler, mais assez pour briser la rumeur, son enfance, la faim, la bague, la promesse. Il ne romantise pas Imani. Il la respecte. Il dit clairement, elle n'a rien demandé. Elle a tout refusé. Et si quelqu'un essaie de détruire sa réputation, cette personne aura affaire à moi. Il annonce aussi une chose plus lourde. Je finance, à partir d'aujourd'hui, un programme médical pour les familles du personnel de service de nos établissements. Pas comme un geste publicitaire. Comme une dette morale. Le scandale change de visage. Certains applaudissent. D'autres critiquent. Mais la vague se détourne de Imani. Sloan, elle, comprend qu'elle vient de perdre la bataille de l'image. Alors elle décide de gagner autrement. Elle contacte un homme du passé. Un homme que Imani n'a pas vu depuis des années. Un homme qui connaît son point faible. Darius Cole. Son ex. Charmeur, instable, toujours à court d'argent, toujours prêt à revenir quand il sent une opportunité. Celui qu'il a aimé, jusqu'à ce qu'il découvre qu'elle n'avait rien à lui offrir. Celui qui est parti en la laissant avec des dettes. Sloan lui promet de l'argent s'il fait une chose, apparaître. Et le lendemain, Darius débarque devant l'immeuble d'Imani, sourire toxique aux lèvres. Bébé, dit-il, comme si le mot n'avait jamais été un mensonge. J'ai entendu que tu fréquentes un milliardaire maintenant. Imani le regarde, glacé. Qu'est-ce que tu fais ici? Darius se rapproche, comme un serpent. Je suis venu te féliciter. Et aussi, rappeler aux gens que j'ai été là avant. Il sort son téléphone. Il filme. Et les amis? Vous voyez cette femme? On a été ensemble. Elle a toujours su se débrouiller. Imani lui arrache le téléphone. Arrête. Mais trop tard. La vidéo tourne déjà. Une nouvelle vague de honte menace de la submerger. Et là, Mason apparaît, comme un mur. Éloigne-toi d'elle.
Darius reconnaît Mason immédiatement. Son sourire s'élargit, il sent la scène. La viralité. Waouh. C'est vrai alors. Tu l'as vraiment choisi. Mason s'avance, calme, dangereux. Je te demande une dernière fois, pars. Darius rit. Ou quoi? Tu vas m'acheter? Me payer pour que je me taise? Imani tremble. Parce que c'est exactement ce que les gens croiront, que Mason règle tout avec de l'argent. Mason regarde Darius, puis Imani. Et il dit quelque chose que personne n'attend. Je ne vais pas t'acheter. Je vais te dénoncer. Harcèlement. Extorsion. Diffamation. Et si tu reviens, tu parleras à mon avocat. Pas à moi. Darius pâlit. Il recule. Imani reste immobile, le souffle court. Elle a voulu fuir Mason pour éviter le chaos. Mais le chaos l'a retrouvée quand même. Ce soir-là, dans le silence de l'hôpital, Imani s'assoit près du lit de sa mère. Gloria est faible, mais consciente. Cet homme. Murmure Gloria. Il t'aime peut-être, mais ça ne veut pas dire que tu dois te perdre. Imani serre sa main. Je ne sais plus ce que je dois faire. Gloria sourit faiblement. Fais ce que tu fais toujours. Reste toi. Le monde changera autour de toi, mais toi, reste toi. Imani se tourne vers la fenêtre. Dehors, la ville brille comme si la souffrance n'existait pas. Elle pense à la bague, à la promesse, à la honte, à la rage. Et elle comprend une chose, elle ne peut pas rester au même endroit. Si elle veut sauver sa mère, sauver sa dignité, sauver son cœur, elle devra se battre. Pas avec les règles du monde des riches. Avec les siennes. Le lendemain matin, Mason lui envoie un message simple. Je ne te demanderai rien. Mais je me battrai pour que tu n'aies plus à porter la honte d'autres personnes. Imani lit. Elle ne répond pas. Elle se lève, prend sa bague et la serre dans sa paume. Cette fois, elle ne la serre pas comme un souvenir. Elle la serre comme une arme. Le matin où tout bascule, Chicago se réveille sous un ciel clair, presque insolent. Comme si la ville avait décidé de faire semblant que la douleur n'existe pas. Imani sort de l'hôpital avec une fatigue ancienne sur les épaules. Sa mère dort enfin, stabilisée pour la première fois depuis des mois. Les médecins parlent d'espoir, d'un traitement complet, de rendez-vous déjà planifiés. Mais Imani n'arrive pas à se réjouir pleinement. Pas encore. Parce qu'elle a compris une vérité simple. Même quand la guérison arrive, la honte, elle, colle à la peau. Sur le parking, une voiture l'attend. Pas la voiture de Mason. Une berline grise, banale, presque invisible. La vitre s'abaisse. Un homme d'une cinquantaine d'années, visage sérieux, costume discret, se présente. Je m'appelle Calvin Reed. Je suis l'avocat personnel de Mason Kingsley. Imani se crispe immédiatement. Je ne signe rien. Calvin sourit doucement, sans moquerie. Je ne suis pas venu pour vous faire signer quelque chose, mais pour vous protéger. Et pour vous raconter une vérité que vous méritez d'entendre. Imani croise les bras. Je n'ai pas besoin d'histoire. J'ai besoin de stabilité. Justement. Calvin lui tend une enveloppe. Ceci n'est pas un contrat. Ce sont des documents officiels. Imani hésite, puis prend l'enveloppe. À l'intérieur, une copie d'acte de naissance, un rapport d'adoption, et une lettre ancienne, écrite à la main, jaunie par le temps. Elle lit le premier document, et son estomac se serre. Il y a son nom. Son lieu de naissance. Puis, dans une section qu'elle n'a jamais vue de sa vie. Père biologique, inconnu, dossier scellé. Calvin dit calmement. Votre mère a toujours dit que votre père était mort. Ce n'était pas toute la vérité. Imani relève la tête, glacée. Qu'est-ce que vous racontez? Calvin inspire. Votre père n'était pas mort. Il a disparu après avoir laissé une lettre. Une lettre où il demandait qu'on vous protège. Parce qu'il avait volé quelque chose à quelqu'un de dangereux. Imani serre les papiers comme si elle allait les déchirer. Je ne comprends pas. Mason a enquêté. Pas pour vous contrôler. Pour comprendre pourquoi la bague avait cette gravure, cette date. Et pourquoi votre dossier est scellé. Imani murmure. Mon dossier n'est pas. Calvin la coupe doucement. Il l'est. Mais Mason a un accès que peu de gens ont. Et il a découvert que votre père était lié à une ancienne fondation. Une fondation qui appartenait à... Il s'arrête une seconde. Oh, la famille Kingsley. Le monde d'Imani se met à tourner. Attendez, vous voulez dire que...
Je veux dire que votre père a travaillé pour eux. Il a été leur chauffeur, puis leur homme de confiance. Et quand il a découvert une fraude, il a voulu dénoncer. Il a été menacé. Il a disparu. Il a laissé une bague à une petite fille, et une promesse à un petit garçon. Imani tremble. C'est impossible. Calvin ouvre la lettre jaunie et la lui tend. La lettre est courte. Écrite d'une main nerveuse. Elle commence par « À ma fille, si un jour tu lis ceci ». Imani lit, les yeux flous. Son père lui parle d'amour. De regret. De peur. De l'idée qu'elle doit rester droite même quand le monde se courbe. Et à la fin, une phrase la transperce. Le garçon qui t'a appelé « Ange » près du centre communautaire, garde-le dans ton cœur. Il n'avait personne. Un jour, il aura le monde. Mais j'espère qu'il n'oubliera pas son âme. Imani porte une main à sa bouche. Tout revient en fragments. Les escaliers froids, les sandwichs partagés, les boucles de sa mère plus jeune, le petit garçon silencieux qui la regardait comme si elle était une lumière. Calvin reprend. Mason ne voulait pas vous dire ça lui-même. Parce qu'il avait peur que vous pensiez qu'il utilise votre passé. Il voulait d'abord régler les attaques contre vous. Imani murmure. Les attaques. Sloane. Calvin hoche la tête. Elle a contesté les paiements en votre nom, pour provoquer votre colère et vous isoler de Mason. Et elle a payé votre ex pour vous humilier. Nous avons des preuves. Des appels. Des virements. Des messages. Imani ferme les yeux. Sa gorge brûle. Elle a été un pion dans la guerre d'une autre femme. Calvin ajoute, Mason va porter plainte. Mais avant, il veut vous voir. Pas pour vous demander quelque chose. Pour vous laisser le choix. Imani ouvre les yeux. Où est-il? Au dernier endroit où il vous a connu avant d'être Mason Kingsley. Le lieu n'a rien de glamour. Un vieux centre communautaire, rénové à moitié, au bord d'un quartier qui se bat encore pour survivre. Des murs peints avec des fresques. Un terrain de basket, un peu cassé. Et une plaque, Hope Corner Youth Center. Imani descend de la voiture et avance lentement. L'air sent le froid et les souvenirs. Dans la cour, un homme est assis seul sur un banc. Pas de garde du corps visible. Pas de costume. Un manteau simple. Les mains jointes, comme un garçon qui attend d'être pardonné. Mason lève la tête quand il la voit. Son regard n'a plus rien de l'homme intouchable. Il ressemble à quelqu'un qui a attendu toute sa vie une seule chose. Imani s'arrête à quelques pas. Le silence s'étire. Puis Mason parle, très doucement, merci d'être venu. Imani serre ses papiers. J'ai rencontré votre avocat. Mason baisse la tête une seconde. Je sais. Imani le fixe. Pourquoi vous ne m'avez pas dit la vérité? Mason relève les yeux. Parce que je ne voulais pas que ce soit un piège. Si je t'avais dit tout ça alors que tu étais en train de perdre ton job, de sauver ta mère, de te faire humilier. Tu aurais pensé que je te jetais des preuves pour te garder près de moi. Imani inspire. Et maintenant? Mason se lève. Il avance d'un pas, puis s'arrête, respectant l'espace entre eux. Maintenant, je te dis quelque chose que personne ne m'a jamais appris à dire. Je n'ai pas le droit de décider pour toi. Il sort quelque chose de sa poche, une bague. Pas une bague énorme de milliardaire. Une bague simple, élégante, identique à la sienne, comme une réplique moderne de celle d'enfance. Il la tient, mais ne s'agenouille pas. Il ne fait pas de spectacle. Quand j'étais un enfant ici, j'ai fait une promesse. Mais une promesse, ça peut devenir une prison si on l'impose. Il avale sa salive. Alors je ne te demande pas de m'épouser. Je ne te demande pas de rester. Je ne te demande même pas de me croire. Imani cligne des yeux, le cœur battant. Mason continue. Je te demande seulement de me laisser apprendre à être un homme qui mérite ta confiance. Un homme qui ne détruit pas ta vie en entrant dedans. Imani baisse les yeux vers la bague qu'elle porte déjà. Son vieux métal terne. Sa promesse d'enfant. Elle murmure. Tu sais, j'ai grandi en apprenant que l'amour, c'est un luxe. Mason répond. Et moi j'ai grandi en pensant que l'amour, c'était une rumeur. Ils se regardent. Deux enfants du même monde, séparés par un destin brutal. Imani sent les larmes monter. Elle pense à sa mère. Aux factures. À l'expulsion. À la vidéo de Darius. À la honte publique. Puis elle pense à une chose plus simple. Mason a aidé sans la forcer.
Il a défendu sa dignité sans la vendre. Il est venu à l'hôpital sans caméra. Il a affronté Sloane au lieu de la couvrir. Elle s'avance. Pas vite. Pas en courant. Elle s'avance comme on traverse un pont fragile, avec peur, mais avec courage. Elle s'arrête devant lui. Je ne promets rien, dit-elle. Mason hoche la tête. C'est tout ce que je veux. Le vrai. Pas un conte. Imani regarde la bague dans sa main. Alors garde ta bague. Pour l'instant. Parce que si je dis oui un jour, je veux que ce soit parce que j'ai choisi. Pas parce que la vie m'a forcé. Mason sourit enfin, un sourire vrai, presque douloureux. D'accord. La guerre, elle, n'est pas finie. 2 jours plus tard, Sloane lance un dernier coup. Elle fuit en essayant d'effacer les preuves. Mais Calvin et l'équipe juridique de Mason ont tout. Les virements vers Darius. Les messages. Les ordres. Sloane est arrêté pour fraude, falsification et harcèlement organisé. Darius aussi, pour extorsion et intimidation. Le scandale se retourne, contre ceux qui l'ont fabriqué. Les réseaux, qui avaient insulté Imani, commencent à changer de ton. Certains s'excusent. Beaucoup se taisent. La foule n'aime pas admettre qu'elle s'est trompée. Et au milieu de ce bruit, Imani prend une décision qui surprend même Mason. Elle refuse de devenir un « symbole » de conte de fées. Elle dit à Calvin, « Je veux un travail. Pas une aumône. Je veux construire quelque chose. » Mason ne discute pas. Il écoute. Une semaine plus tard, Imani reçoit une proposition. Pas un poste cadeau, mais un programme de formation payé, avec un salaire. Gestion hôtelière, administration, finance. Et un contrat qui protège sa dignité. Gloria, elle, commence à respirer mieux. Le traitement fonctionne. Elle marche un peu. Elle rit, parfois, comme si elle retrouvait une partie de sa jeunesse. Le jour où elle sort de l'hôpital, Mason vient. Sans journaliste. Sans fleurs extravagantes. Juste présent. Gloria le regarde, yeux brillants. Je ne veux pas que tu la sauves. Je veux que tu la respectes. Mason répond sans hésiter, oui, madame. Imani serre la main de sa mère. Et pour la première fois, elle se sent légère. Les mois passent. Pas en montage magique. En vraie vie. Imani étudie le soir, travaille le jour. Elle se bat avec des chiffres, des rapports, des réunions. Elle échoue parfois. Elle recommence. Mason n'est pas son sauveur. Il est un homme qui apprend à marcher à côté d'elle, pas devant. Il se voit autrement. Un café discret, des balades tardives, des conversations honnêtes. Mason raconte des morceaux de son passé. Imani raconte ses peurs. Ils se disputent parfois, parce que les blessures anciennes ne disparaissent pas d'un coup. Mais chaque fois, ils reviennent à la même chose, ils se choisissent. Un soir, après une journée où Imani a réussi un examen important, Mason l'emmène dans un endroit simple, le même centre communautaire. Il a fait rénover une salle. Sur les murs, des photos d'enfants du quartier, des trophées, des sourires. Il lui dit, « Je n'ai pas voulu faire de toi une princesse. Alors j'ai fait quelque chose que je comprends. J'ai construit un refuge. Pour que les enfants qui étaient comme moi, et comme toi, aient une chance. » Imani se tourne vers lui, bouleversé. « Pourquoi ici ?» Mason répond, « Parce que c'est là que mon cœur est resté. Et si je dois aimer, je veux aimer depuis un endroit vrai. » Imani le serre dans ses bras. Un vrai câlin, long, sans peur. Pas une scène pour les autres. Une scène pour eux. 1 an plus tard, le quartier connaît un changement. Imani a obtenu son diplôme. Elle est devenue coordinatrice dans l'un des établissements du groupe, respectée pour son travail. Sa mère va mieux. Elles ont quitté l'appartement du sous-sol pour un logement lumineux, simple, mais stable. Imani paie une partie du loyer elle-même, par fierté. Mason ne proteste pas. Il la laisse être elle. Et puis, un samedi matin, Mason demande à Imani de venir au centre communautaire, pour une réunion. Quand elle arrive, le gymnase est rempli d'enfants. De familles. Gloria est là, assise au premier rang, sourire mystérieux. Imani comprend qu'on lui ment. Mason s'avance au micro. Il ne parle pas de milliards, ni de business. Il parle de promesses. Quand j'étais un enfant, j'ai fait une promesse avec une bague. Mais aujourd'hui, je ne veux pas honorer une promesse d'enfant. Je veux faire une demande d'homme. Il descend du podium.
Il s'arrête devant Imani. Cette fois, il s'agenouille. Pas pour le spectacle. Pour l'humilité. Il sort la bague. Simple, élégante. À l'intérieur, une gravure différente, pas M et I d'enfance. Quelque chose de plus mature. Choisi. Pas sauvé. Imani met une main sur sa bouche. Les larmes montent. Mason dit, Imani Walker, tu m'as appris que l'amour, c'est offrir sans posséder. Alors je te demande, est-ce que tu veux marcher avec moi, pour de vrai, pour la vie, sans jamais perdre qui tu es? Imani tremble. Elle regarde sa mère. Gloria hoche la tête, les yeux mouillés. Imani regarde les enfants. Elle voit le petit Mason en eux. Elle voit la petite Imani en elle. Et elle répond, d'une voix claire. Oui. Le gymnase explose de cris et d'applaudissements. Pas parce qu'un milliardaire a gagné une femme de ménage. Mais parce qu'une femme a choisi son amour sans vendre son âme. La fin n'est pas un conte. C'est une paix. Ils se marient simplement, dans une petite cérémonie au bord du lac Michigan. Pas de presse. Pas de scandale. Juste des rires, des larmes et des promesses propres. Gloria danse avec Mason, doucement, comme si elle donnait enfin sa bénédiction au destin. Et quand Imani se retrouve seule un instant, elle regarde sa vieille bague d'enfance, qu'elle porte maintenant sur une chaîne, près de son cœur. Elle sourit. Parce que la pauvreté ne l'a pas vaincue. La trahison ne l'a pas détruite. La chute ne l'a pas brisée. La révélation ne l'a pas vendue. Et l'amour, enfin, n'a pas été un luxe. Il a été un choix.